Et donc, en pratique, on m'a demandé de vous parler de l'insulinothérapie dans le diabète de type 2, qui est une problématique importante. On parle de plus en plus des antidiabétiques oraux compte tenu de l'arrivée de nouvelles molécules, mais la gestion de l'insuline reste problématique, comme vous le savez. Je vous présente mes dualités d'intérêt. Bon, je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt direct avec cette conférence. J'ai eu la chance et le privilège de participer à toutes les grandes études d'intervention à visée cardiovasculaire dans le domaine du diabète de type 2, dont vous avez la liste en bas de la diapositive. Donc, ce que je vous propose de parcourir avec vous, c'est ce plan d'exposé. On va commencer par une petite introduction, on terminera par une bonne conclusion, j'espère, et entre-temps, on essaiera d'y aller pas à pas. Et on va commencer par un constat, malheureusement, un constat un peu de carence, c'est que le contrôle glycémique reste imparfait chez le patient diabétique de type 2 traité par insuline. Et il y a toute une série d'études qui le montrent. Je vais vous montrer deux études essentiellement européennes, multicentriques. La première, c'est une grande étude qu'on appelle étude guidance, et qui reprend toute une série de pays européens, 8 pays européens, dont la France. Et on contrôle, notamment en France, très bien l'hémoglobine glyquée, au moins une fois par an, chez pratiquement tous les patients, 98% comme vous le voyez. Mais par contre, on s'aperçoit que environ 40%, 35% des patients restent avec une hémoglobine glyquée au-dessus de 7%, puisque 65% ont une hémoglobine glyquée en dessous de 7%. Alors on peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, et on se dire finalement 2 tiers des patients en dessous de 7%, c'est formidable, finalement on ne travaille pas si mal. Et ça a été conforté par une autre grande étude également observationnelle, également réalisée en Europe, qui est l'étude Panorama, et qui aboutit grosso modo au même chiffre. Vous avez également plus ou moins 35 à 40% des personnes qui ont une hémoglobine glyquée au-dessus de 7%. Et on vient de parler de toute une série de contrôles de facteurs de risque avec le cardiologue précédent. Malheureusement, c'est un constat de carence. Si on veut abaisser l'hémoglobine glyquée en dessous de 7%, très bien contrôler la pression artérielle et le LDL, on s'aperçoit que moins de 10% en France et en Europe remplissent ces 3 critères, même si pour la pression artérielle en dessous de 130-80, j'en conviens, c'est peut-être un peu trop strict, puisque maintenant on admet qu'on peut tolérer jusqu'à 140 mm de mercure. Donc de nouveau, on peut se dire, finalement, c'est pas si mal. 2 tiers des patients sont bien contrôlés avec une hémoglobine glyquée en dessous de 7%, qui est quand même un critère relativement strict. Alors je me suis laissé dire qu'au Maroc, c'était probablement un peu moins bon, pour toute une série de raisons que vous connaissez évidemment mieux que moi. Mais le constat est un peu différent si on essaie de fragmenter les sous-groupes. Et vous voyez que lorsqu'on prend des patients diabétiques de type 2, toujours dans la même étude Panorama, donc européenne, traités par régime seul, vous voyez que pratiquement 90% des patients sont très bien contrôlés en dessous de 7%. Si on prend un OAD, un antidiabétique oral, 3/4 des patients sont bien contrôlés. Si on prend 2 OAD, vous voyez qu'il y a plus que 60%. Et ainsi de suite. Et vous voyez que les personnes traitées par insuline, eh bien, il n'y a plus qu'un tiers des patients traités par insuline qui a le critère en dessous de 7%. Donc, ce qui évidemment est bien connu, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes patients, bien évidemment, c'est des patients avec une évolution de maladie plus importante, parfois plus âgés ou souvent plus âgés. Et donc, soit on tolère une hémoglobine glyquée un peu plus élevée, puisqu'ils sont plus âgés, à risque d'hypoglycémie éventuellement, soit on n'y arrive pas, parce que la cellule bêta s'est effondrée et qu'on sait que ces patients traités par insuline sont plus difficiles finalement à contrôler que les patients traités par antidiabétiques oraux. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes des endocrinodiabétologues, et donc c'est notre pain quotidien. On voit finalement, nous, comme endocrinodiabétologues, en tous les cas dans mon pays, beaucoup plus de patients diabétiques type 2 traités par insuline que finalement des patients diabétiques traités uniquement par antidiabétiques oraux. Alors donc, c'est un constat finalement un peu de carence, et de fait, il y a toute une série de barrières à l'insulinothérapie. Voici un beau schéma, mais que je ne vais pas expliciter, d'autant plus que, vu de loin comme ça, vous ne savez pas bien le lire. Mais c'est un article tout récent publié il y a quelques semaines dans Diabète, Obésité, Métabolisme, et qui vous donne un petit peu toutes les barrières à l'insulinothérapie, qui explique finalement ce constat d'échec. Et je les ai résumées ici en quelques causes principales d'un mauvais contrôle sous insuline. La première cause, à mon avis, c'est le retard dans le passage à l'insuline. Cette fameuse inertie thérapeutique. Je peux vous dire que même en Belgique, quand les généralistes nous adressent un patient pour passer à l'insuline, comme ils disent, eh bien très souvent l'hémoglobine glyquée est au-dessus de 9%, voire au-dessus de 10%. C'est-à-dire qu'on arrive très tard dans l'histoire naturelle de la maladie, la cellule bêta est complètement effondrée, ils ont été aux prises avec une glucotoxicité et une hypotoxicité pendant des années.
Et donc c'est très difficile de faire marche arrière et de bien contrôler. C'est sûr que si on vous adresse un patient qui a une hémoglobine glyquée à 8% pour passer à l'insuline, ce sera extrêmement facile de le traiter, probablement en tous les cas pendant une certaine période, avec un très bon succès. Le deuxième point, c'est la titration insuffisante. Donc vous savez que dans le schéma dont on va parler tout à l'heure, qui est le schéma d'insuline basale, théoriquement on doit titrer sur la glycémie à jeun et augmenter progressivement la dose pour essayer d'améliorer la glycémie à jeun et de la contrôler au mieux. Et on s'aperçoit que pratiquement dans tous les pays, la titration est insuffisante, en tous les cas n'a pas de commune mesure avec celle qui a été imposée dans les essais cliniques. Vous connaissez tous les fameuses études Treat to Target, où on visait une hémoglobine glyquée en dessous de 7%. Il y avait un schéma de titration qui était extrêmement agressif. Et moi, j'ai participé à plusieurs de ces études Treat to Target, même dans des essais cliniques avec des patients sélectionnés, très bien supervisés, avec une équipe d'éducation, avec un investigateur qui connaît un peu la diabétologie. Et bien malgré ça, on ne parvenait pas à finalement respecter ce schéma de titration qui était imposé parce qu'on le jugeait pratiquement trop agressif et que les patients et le diabétologue d'ailleurs avaient un peu peur de titrer. Et dans la pratique quotidienne, c'est sûr que la titration est insuffisante dans beaucoup de cas, et donc on arrive avec une glycémie qui est mal contrôlée. Et puis également, si on utilise l'insuline basale uniquement, l'hyperglycémie postprandiale n'est pas ciblée par définition, et si elle n'est pas ciblée, il y a peu de chances qu'elle soit maîtrisée, on va y revenir dans un instant. Et enfin, comme vous le savez aussi, eh bien, aussi bien les patients diabétiques de type 2 traités par antidiabétiques oraux, mais également traités par insuline, malheureusement, l'observance thérapeutique est souvent imparfaite, voire peut faire défaut, ou l'adhésion thérapeutique. Et donc, je vais développer les deux derniers points, l'hyperglycémie postprandiale non maîtrisée et puis la mauvaise observance thérapeutique. Donc, vous connaissez tous l'importance de l'hyperglycémie postprandiale. Ceux qui ont assisté au symposium de la firme concurrente Lilly ce matin, on en a également parlé, je crois. Et vous savez qu'en diabétologie, si on veut bien contrôler la glycémie, dont le reflet global, c'est l'hémoglobine glyquée, l'hémoglobine glyquée, c'est évidemment la somme, l'intégration, à la fois de la glycémie à jeun, FPG pour la glycémie à jeun, et PPG pour la glycémie postprandiale. Et si on contrôle un des deux paramètres, la glycémie à jeun pour ne pas la nommer, et qu'on nommait complètement la glycémie postprandiale, par définition, ce sera très compliqué de bien contrôler l'hémoglobine glyquée. Et en fait, la plupart du temps, eh bien, on vit en période postprandiale. En tous les cas, si on prend 3 repas par jour, eh bien, vous allez avoir 3 fois une période d'hyperglycémie postprandiale qui peut durer plusieurs heures. Et j'ai cru comprendre, en tous les cas, en visitant les pauses café ici au Maroc, qu'en plus des repas principaux, il y a parfois des collations qui sont relativement riches. Et donc, on sait qu'on passe plus de 12 heures par 24 heures en état postprandial. Et donc, rien que ça, conceptuellement, on peut se dire qu'on ne peut pas louper, évidemment, de cibler cet état postprandial. Et Louis Monnier, qui travaille à Montpellier, que vous connaissez probablement, qui est venu faire également des conférences ici dans votre région à plusieurs reprises, eh bien, a bien démontré que l'hyperglycémie postprandiale joue un rôle important, surtout si on veut bien contrôler le patient. Plus la glycémie, plus l'hémoglobine glyquée est élevée, plus la contribution de la glycémie à jeun est élevée. Et inversement, si on veut se rapprocher et bien contrôler le patient, il faudra inévitablement s'intéresser à la glycémie postprandiale en clair ici. Vous voyez qu'en dessous de 9%, 50%, en dessous de 9% d'hémoglobine glyquée, 50% de la contribution, c'est la glycémie postprandiale. Mais si vous voulez avoir une cible optimale, par exemple en dessous de 7,3%, vous voyez que 70% de la contribution de l'hyperglycémie est due à l'hyperglycémie postprandiale. Donc inévitablement, si on veut bien contrôler le patient, il faudra, en termes d'hémoglobine glyquée, également s'intéresser à cette hyperglycémie postprandiale. D'autant plus, et je crois qu'on en a également parlé ce matin, qu'il y a toute une série d'études qui montrent un lien important entre la glycémie postprandiale et la mortalité, et notamment la mortalité cardiovasculaire. Vous avez ici un histogramme en 3 dimensions où vous avez la glycémie à jeun et la glycémie à 2 heures dans une hyperglycémie provoquée orale. Et vous voyez que si même la glycémie à jeun est bonne, eh bien, dès qu'il y a une hyperglycémie postprandiale, vous augmentez le risque. Et donc, l'augmentation du risque lié à la glycémie postprandiale est plus importante que l'augmentation du risque cardiovasculaire lié à la glycémie à jeun. Et donc, si on veut un peu résumer, et je n'ai pas le temps de développer tout, mais il y a toute une série d'études qui ont montré que l'hyperglycémie postprandiale est associée aux maladies cardiovasculaires, à la mortalité globale et cardiovasculaire, également
Il y a des études qui montrent que ça augmente également le risque de cancer, par exemple, et la microangiopathie également. Donc ça, c'est le rôle de l'hyperglycémie postprandiale qu'il faut absolument cibler. Et puis, il y a également la problématique de l'observance thérapeutique. Et j'avais l'occasion l'année passée d'écrire un article sur invitation dans Expert Opinion en pharmacothérapie sur la résistance au traitement dans le diabète de type 2. Cet article, j'en conviens, est essentiellement ciblé, visait essentiellement le traitement oral, mais parmi tous les facteurs que j'avais relevés dans cet article, eh bien, il y avait également, indiscutablement, la mauvaise adhérence au traitement qui joue un rôle majeur dans la résistance au traitement. Donc un diabétique qui reste mal équilibré malgré votre traitement, le premier réflexe que vous devez avoir, et qu'on oublie souvent d'ailleurs, est-ce que mon patient qui est devant moi prend vraiment les médicaments que je lui prescris, est-ce qu'il les prend régulièrement, oui ou non? Et dans toutes les maladies chroniques, ce n'est pas pour viser le patient diabétique ici, mais dans toutes les maladies chroniques asymptomatiques, on sait que c'est un problème majeur, cette mauvaise adhésion au traitement, qui avait été déjà reviewé en 2004 dans un article de revue systématique qui avait été publié dans Diabetes Care et qui montrait globalement que tous les patients diabétiques de type 2, tout confondu, qu'il y avait plus ou moins 60% des personnes qui adhéraient complètement au traitement. Et quand on dit adhérer complètement au traitement, c'est pas prendre les médicaments tous les jours à 100%. On considère que s'ils prennent déjà 70-75% de leur traitement, eh bien on considère que l'adhérence est peut-être pas optimale, mais en tous les cas acceptable. Donc ça veut dire qu'il y a que 60% des personnes qui prennent au moins 3/4 des comprimés que l'on donne tous les jours. Et on peut se dire, oui, mais dans l'insuline, c'est beaucoup mieux. Ben non, il y a d'autres études qui ont montré également que l'observance thérapeutique dans l'insuline, lorsqu'il y a une insulinothérapie, est du même ordre de grandeur, 60 à 80%, ça dépend un petit peu du type d'étude et du type de population, bien évidemment. Ça dépend également probablement de l'éducation que le patient a eue, pas nécessairement l'éducation scolaire, mais l'éducation diabétologique, soit par le médecin, soit par des équipes d'éducation, parce que plus le patient est bien éduqué, plus on l'a motivé et bien expliqué l'importance du traitement, plus évidemment il va adhérer à ce traitement. Et voici encore les résultats d'une autre étude qui vous montre un peu la dispersion des différents patients en fonction de l'observance à l'insulinothérapie. Et vous voyez que si on prend ce fameux critère de 70% de bonne observance, ben vous voyez que le nombre de patients est relativement limité. Et finalement, si on prend le nombre de patients, on accumule tout ça, eh bien on s'aperçoit qu'il y a plus de patients qui vont observer moins de 3/4 des injections d'insuline ou de la dose d'insuline que vous proposez par rapport aux super observeurs. Donc ça, c'est un constat dans tous les pays. J'imagine que le Maroc n'échappe pas à la règle. Et est-ce que ça a de l'importance? Ben oui, il y a plusieurs études qui l'ont bien montré. Voici une étude en termes de contrôle métabolique qui montre que si vous êtes mauvais observant, eh bien vous allez avoir une augmentation de votre hémoglobine glyquée. Donc plus vous êtes bien observant, plus l'hémoglobine glyquée va être basse, et plus l'observance va diminuer, plus l'hémoglobine glyquée va augmenter. Et si on résume cette droite de régression, on s'aperçoit que toute diminution de 10% de l'adhérence au traitement va augmenter de l'ordre de 0,10 à 0,15% le taux d'hémoglobine glyquée. Donc si vous avez un patient considéré que bonne observance, 70% de bonne prise, il en loupe quand même 30%. Ben 30, ça fait de 3 fois 10%, par définition, ça va dire qu'il va avoir un taux d'hémoglobine glyquée qui peut augmenter de 0,3 à 0,5%, rien que par ce problème d'adhérence thérapeutique. Donc c'est en termes ça de contrôle métabolique, et cette mauvaise observance va faire faillir qu'on n'obtient pas les objectifs d'hémoglobine glyquée. Mais est-ce que ça a un rôle finalement sur les complications, sur les hospitalisations, sur la mortalité? Bien oui, il y a toute une série d'études qui l'ont montré. Voici une première étude qui compare les patients bon observants et les patients mauvais observants en termes d'hospitalisation, toutes causes confondues, ou en termes de mortalité. Et vous voyez que les bons observants vont avoir un meilleur pronostic, ce qui est évidemment un peu attendu, par rapport à des gens qui sont mauvais observants. Et ça a été vérifié dans une méta-analyse plus récente d'études observationnelles, par exemple ici, 7 études observationnelles qui ont étudié les hospitalisations toutes causes, et vous voyez que quand on voit le risque relatif, on est à 0,90, donc il y a 10% d'hospitalisation toutes causes en moins chez les gens bon observants par rapport aux personnes mauvais observantes. Et quand on compare maintenant
les patients avec la mortalité toute cause. Vous voyez que la différence est encore beaucoup plus importante. Ce sont 3 études observationnelles, mais qui toutes vont dans la même direction. Et vous voyez que les bons observants vont réduire de 28% le risque de mortalité toute cause par rapport aux mauvais observants. Alors évidemment, c'est mauvais observants dans le traitement du diabète, mais on peut imaginer que si les mauvais observants dans le traitement du diabète, il sera peut-être mauvais observants dans ce traitement antihypertenseur, mauvais observants dans le traitement hypolipidémiant, et que c'est un tout dans l'ensemble des facteurs de risque dont on vient encore de parler, avec l'exposé précédent qui va jouer un rôle. Donc c'est un constat, il y a une non-observance assez fréquente, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques de la mauvaise observance, et les raisons de la mauvaise observance, elles sont multiples, bien évidemment, comme vous imaginez, elles sont reprises, en tous les cas, les principales causes ou raisons sont reprises ici sur cette diapositive. Plus le traitement est compliqué, plus il y a un risque de mauvaise observance, on va y revenir. La crainte d'effets indésirables, dans l'insuline, c'est la crainte de la prise de poids ou la crainte des hypoglycémies. Il y a une communication irrégulière avec les professionnels de santé. On sait que plus on espace les visites entre 2 consultations, plus le patient risque d'être mauvais observant. À l'inverse, quand on renforce la supervision, l'observance est meilleure. Et d'ailleurs, dans tous les essais cliniques, eh bien, on revoit le patient très régulièrement, tous les mois ou tous les 15 jours parfois, ou tous les 3 mois en tous les cas. Le coût, si le coût est à charge du patient, évidemment, la tentation est grande, ou parfois l'obligation est là de devoir sauter des traitements pour éviter un surcoût trop important. Et puis aussi parfois l'impression de mauvaise efficacité, si le patient trouve que finalement le traitement ne l'améliore pas. Or, on sait que l'hyperglycémie chronique, elle est souvent asymptomatique, et donc finalement le patient ne prend pas son traitement, ne s'en trouve pas plus mal dans un premier temps, et tout ça contribue à la mauvaise observance. Mais je veux juste dire un mot sur la complexité du traitement en montrant 2 diapositives. La première, c'est qu'on a bien vu, notamment dans le traitement oral, que plus le nombre de médicaments est important, par exemple ici, un traitement en 3 prises par jour, en 2 prises par jour, ou en 1 prise par jour, vous voyez que plus on augmente le nombre de prises par jour, plus l'observance diminue. Et on l'a bien compris dans l'hypertension artérielle, par exemple, où on a maintenant complètement abandonné les médicaments en 3 prises par jour pour faire 1 seule prise par jour, de façon à essayer d'augmenter l'observance thérapeutique dans l'hypertension, qui est également très souvent asymptomatique. Et également, ça a été repris dans un schéma également avec l'insuline. Eh bien, plus vous avez un nombre d'insuline qui doit être injecté par jour plusieurs fois, plus vous avez une observance qui va diminuer. Le patient va sauter une injection d'insuline à un moment donné de la journée parce qu'il n'est pas chez lui, parce que ceci. Il y a toujours une bonne excuse, évidemment, pour sauter une insuline. Le petit chapitre suivant, c'est finalement les insulines prémix par rapport au schéma basal ou basal plus ou basal bolus. Est-ce que c'est franchement différent en termes d'efficacité? Alors, la première grande étude qui avait été publiée dans New England et qui est relativement connue, je crois, c'est la fameuse étude 4T, où ils avaient testé chez des patients diabétiques de type 2 insuffisamment contrôlés par metformine sulfamidée 3 schémas. Soit on ajoute uniquement de la basale, soit on ajoute une prémix, soit on ajoute uniquement de la rapide. Et on vérifie plusieurs paramètres, l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, le poids par exemple, et les hypoglycémies. Bien, pour résumer ce dia un peu complexe, finalement, je peux vous dire qu'il n'y a pas de vainqueur absolu. Certains schémas l'emportent sur un paramètre, mais perdent sur l'autre paramètre, etc. Et grosso modo, on ne peut pas dire qu'il y a des grosses différences entre ces différents schémas. Alors, depuis cette étude 4T, il y a toute une série d'études qui ont été publiées. Voici une diapositive qui avait été publiée en 2009 par Garber, un Américain, qui avait repris 4 études ici, qui comparent soit des prémixés en rouge, soit le basal bolus, donc 4 injections par jour en bleu. Les prémixés, soit BID, ça veut dire 2 injections par jour, et TID, c'est 3 injections par jour. Et de nouveau, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de différence vraiment significative sur les 4 études. Il y en a une où on a l'impression que le basal prandial, le basal bolus est meilleur que 2 injections par jour, mais vous voyez que les 3 autres études ne montrent pas de différence en termes d'hémoglobine glyquée entre le basal bolus et 2 ou 3 injections de prémixés. Et ça a été confirmé dans 2 méta-analyses plus récentes. Voici une qui a été publiée en 2015, qui vous montre les résultats en termes de changement d'hémoglobine glyquée chez des patients qui sont à droite naïfs d'insuline, donc qui n'ont jamais reçu de l'insuline,
Et à gauche, des patients qui étaient déjà sous insuline et chez lesquels on a optimisé, soit en passant un analogue basal-bolus, soit en passant à des prémixés. Alors c'est de nouveau illisible probablement pour vous, mais grosso modo on peut résumer qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux schémas, que ce soit le basal-bolus ou les prémixés, en termes de réduction d'hémoglobine glyquée. Et c'était confirmé dans une autre méta-analyse publiée un an plus tard dans Endocrine par un groupe italien, qui reprend cette fois-ci 3 paramètres, l'hémoglobine glyquée, le risque d'hypoglycémie et le poids corporel, l'évolution du poids corporel. En termes d'hémoglobine glyquée, c'est un tout petit peu mieux, mais pas significatif pour l'hémoglobine glyquée. En termes d'hypoglycémie, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et en termes de poids, c'est un petit peu mieux pour la prémixée par rapport à la basal-bolus. Donc, de nouveau, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des différences évidentes en termes d'efficacité et en termes éventuellement de tolérance pour hypoglycémie et poids corporel entre les deux schémas. Et voici une étude toute récente qui a été publiée fin de l'année 2017, donc il y a quelques mois, 3 mois, et qui compare de nouveau les prémixés avec les basal-bolus. Et cette étude, c'est une étude qui à la fois étudie les essais cliniques contrôlés randomisés et les études real-world, c'est-à-dire les études observationnelles dans la vie réelle. Et de nouveau, en termes de changement d'hémoglobine glyquée, donc vous avez ici les études concernant la vie réelle et ici les études concernant les randomized clinical trials. Vous voyez que la réduction d'hémoglobine glyquée est toujours meilleure en randomized clinical trial pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Il y a un suivi très intensif, une certaine agressivité dans la titration des doses d'insuline, mais grosso modo, il n'y a pas de différence entre les deux couleurs, que ce soit le basal-bolus ou les prémixés. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et en termes de changement de poids, de nouveau, la prise de poids est plus importante dans les RCT, ce qui est logique. On sait que cette prise de poids, elle est attribuée entre autres au fait qu'on réduit l'hémoglobine glyquée, comme c'était représenté ici. Et si vous réduisez l'hémoglobine glyquée, vous réduisez la glucosurie, donc vous réduisez la perte calorique dans les urines, et fatalement, vous prenez du poids. On a estimé que c'était 3/4 de l'explication de la prise de poids sous insuline. Et comme l'hémoglobine glyquée est moins améliorée dans la vie réelle, eh bien la prise de poids est également moins importante dans la vie réelle, mais il n'y a pas de différence de nouveau flagrante en tous les cas entre les deux schémas. Alors, est-ce qu'on peut intensifier par exemple avec la BIASP 30? Eh bien, la BIASP 30, elle a on a une grande expérience. Au Maroc, je crois que vous l'avez depuis 10 ans, m'a-t-on dit. Et ici, voilà un article tout récent qui vient de paraître ce mois-ci, ou le mois passé, au mois de janvier-février, dans Drugs Research and Development. Donc, c'est une revue de synthèse qui reprend 15 années d'expérience avec l'insuline Aspart BIASP. Aspart 30, donc la Novomix 30, pour ne pas la nommer. Ici, il y a quelques résumés des points importants de cette revue, mais je voudrais juste, j'ai tiré ce graphique de cette revue qui compare la prémixée, une injection par jour, par rapport à de la basale. Donc, si vous avez un patient qui est traité par antidiabétiques oraux, insuffisamment équilibré, vous savez que les recommandations internationales, c'est plutôt commencer par une basale, et ici, ils sont intéressés à des études qui ont comparé la BIASP 30 avec la glargine seule. Ben, vous voyez que toutes les études sont dans le sens en faveur de la Novomix 30. Et que si on fait la méta-analyse de tout ça, on arrive à une réduction de l'ordre d'hémoglobine glyquée de l'ordre de 0,21%, qui est statistiquement significatif en faveur de la BIASP. Donc je ne comprends pas toujours très bien pourquoi les recommandations internationales sur lesquelles on terminera dans quelques minutes, eh bien, imposent pratiquement de passer à une basale, puisque quand on compare ici, il n'y a pas vraiment d'évidence que c'est supérieur par rapport à une BIASP 30. Alors voici une étude récente qui est parue le mois passé également dans Diabetes Therapy, une étude de 32 semaines qui compare des sujets qui sont sous BIASP 30 par rapport à basal-bolus. Donc BIASP 30, soit 2 ou 3 injections éventuellement par jour, comparé au basal-bolus, 4 injections par jour. Vous voyez qu'en termes d'hémoglobine glyquée, eh bien, il n'y a pas franchement de différence. Les deux courbes sont pratiquement identiques. En termes d'hypoglycémie, il y a un peu plus d'hypoglycémie dans le groupe basal-bolus que dans le groupe prémix, mais bon, la différence n'est pas majeure. On a l'impression, n'empêche, qu'avec le temps, les deux courbes divergent un peu. Et puis, lorsqu'on compare des sous-groupes particuliers, je voudrais juste attirer l'attention sur ce groupe-ci, ici, c'est des groupes qui reçoivent 2 injections par jour. Donc, ils reçoivent en basal, c'est le basal plus, donc la basale plus une injection
d'insuline rapide comparé à de la biasp en 2 injections. Bien, vous voyez de nouveau qu'en vert, c'est la courbe biasp 30, 2 injections par jour, et en bleu, c'est la glargine plus une injection rapide dans le fameux schéma basal plus. Bien, vous voyez que s'il y a quelque chose, c'est plutôt en faveur de la biasp. Et vous allez me dire ça des essais cliniques, mais quoi dans l'étude observationnelle? On a une grande étude observationnelle qui est parue il y a quelques années. 2223 patients diabétiques type 2 qui ont été traités par la biasp. Et bon, la conclusion que j'ai surlignée ici montre que dans une étude observationnelle, il y a une bonne efficacité de la biasp, une bonne sécurité d'emploi en termes de risque hypoglycémique, de prise de poids, etc. Et donc ça confirme à la fois l'efficacité et la sécurité de cette biasp 30 sur une très grande population de plus de 2000 patients. Alors je terminerai en termes d'études avec cette étude Galapagos, qui est une étude également observationnelle, enfin c'est une étude randomisée, mais en ouvert, qui a été réalisée, qui compare de nouveau chez les sujets qui sont naïfs d'insuline, soit la prémixée, soit la glargine. Et cette étude est parue maintenant en 2015, et comme la dia ici était lisible, on va la détailler un petit peu. Ceci est plus lisible, donc l'étude Galapagos, c'est 90 sites, en Europe, en Asie, en Amérique latine. Et donc, on a comparé soit la prémix en 1-2 injections par jour, tout en gardant certainement la metformine et parfois des antidiabétiques. Et on l'a comparé avec la glargine, 1 injection par jour, également avec le maintien de certains antidiabétiques oraux, par exemple. Et on a suivi les patients pendant au moins 24 semaines. Donc l'objectif, c'était un objectif qui est de démontrer la supériorité du schéma basal bolus ou du schéma basal plus sur le schéma prémixé en termes d'hémoglobine glyquée ou de pourcentage de patients qui atteint le chiffre magique d'en dessous de 7% chez des patients donc, qui étaient insuline naïfs et qui étaient après échec des antidiabétiques oraux. Or, chez les patients, dont vous reconnaissez les caractéristiques, plus ou moins 55 ans, qui étaient avec un IMC aux environs de 28, une durée de diabète de presque 10 ans, et qui avaient une hémoglobine glyquée à 8,7% en moyenne. Alors, les critères d'évaluation, c'était donc le pourcentage de patients qui arrivent en dessous de 7%, et puis il y avait toute une série de critères secondaires, qui sont des critères classiques, la réduction d'hémoglobine glyquée, les changements de poids, les changements de dose d'insuline et le risque d'hypoglycémie. Alors, si on voit les patients qui vont atteindre une valeur en dessous de 7% sans hypoglycémie symptomatique après 24 semaines de traitement, qui est le critère primaire, et vous voyez que si on prend les populations glargine plus la glulisine, donc le fameux basal plus, ou bien les insulines prémixées, eh bien on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence très significative entre les deux. Et si on voit les prémixés en 2 injections par jour également, s'il y a quelque chose, c'est plutôt un peu mieux avec la prémixée par rapport à la basal, au basal bolus. Et donc en pratique, l'idée c'était de démontrer la supériorité du basal plus, basal bolus par rapport au prémixé. En termes de critères ici, c'est un échec puisqu'on n'est pas parvenu à montrer la supériorité. Et de nouveau, si on voit le pourcentage de patients qui atteignent valeur en dessous de 7% à la fin de l'étude, eh bien on est à 43% avec le fameux système glargine plus ou moins glulisine, et qu'en prémixé, on arrive à 53%, il y a une différence de 10% qui est statistiquement significative. Et de ceci, c'est plus ou moins la même chose. C'est également selon le sous-groupe de patients que l'on avait au départ. Ici maintenant, c'est la prémixée en 2 injections par jour. Et ici, c'est la glargine avec la glulisine. Et donc, vous voyez qu'il y a également une différence qui est en faveur de la prémixée. Et en termes de contrôle, si on prend maintenant la diminution de l'hémoglobine moyenne, vous voyez que de nouveau, la diminution de l'hémoglobine moyenne est importante dans les deux groupes, 1,5% et 1,7%, mais de nouveau plus importante avec les prémixés. Et que si on prend les changements de la glycémie postprandiale, mais vous voyez que c'est surtout là que l'on gagne, évidemment, c'est un peu logique, puisque avec les prémixés, en 2 injections par jour, vous avez une couverture de la postprandiale, à la fois le matin et le soir, donc avec 2 repas qui sont particulièrement hyperglycémiques. Donc ça, c'est en termes d'efficacité. Alors en termes de sécurité, il n'y avait pas de différence en termes d'hypoglycémie entre les deux groupes, et en termes de poids, il y avait une petite prise de poids dans les deux groupes, 1,1 et 1,4 kg,
donc une petite différence de 0,3 kg, mais qui n'est pas du tout statistiquement significatif, comme vous pouvez le voir. Donc cette étude Galapagos finalement confirme un petit peu ce que l'on avait vu dans toute une série d'essais cliniques que je vous avais démontré dans des méta-analyses récentes, c'est que finalement le schéma basal-bolus n'est pas supérieur au prémixé en termes d'efficacité, que ici, à l'inverse, même l'hémoglobine glyquée diminue plus avec les prémixés qu'avec la basale ou le basal plus, ou le basal-bolus, probablement expliqué par une meilleure couverture de la glycémie postprandiale, donc meilleure efficacité, et ce point de vue de tolérance, il n'y avait pas de différence entre les deux. Et donc on en arrive pratiquement à la fin. Donc quelle est la place finalement des prémixés dans les recommandations internationales? Eh bien, comme vous savez, il y a toute une série de recommandations qui étaient proposées. La première qui était proposée, c'est l'IDF, donc l'International Diabetes Federation, en 2012, a proposé cet algorithme. Et vous voyez que dans cet algorithme, eh bien, finalement, on place la basale et les prémixés sur le même niveau. Basal insuline hors prémix insuline, sur le même niveau. Donc on ne met pas de préférence, on n'oriente pas directement vers la basale. Pour une raison qui n'apparaît pas, je dois dire clairement, lorsque l'EASD et l'EDA a publié en 2012 sa première version de son position statement, eh bien, vous voyez qu'elle a orienté franchement vers la basale, et puis le basal plus et le basal bolus, et qu'elle a quand même laissé une petite alternative possible, en trait pointillé, vers les prémixés. Et puis, il y a eu la version de l'HAS en 2013, en France, et là également, on commence par la basale. Si la basale ne va pas, eh bien, on peut soit intensifier par le basal bolus, soit on met sur un même pied d'égalité, on peut intensifier vers 2 ou 3 injections de prémixés. Mais on passe également par la basale, et c'est que dans un deuxième temps qu'on a le choix entre basal bolus ou prémixé. Alors, en termes de AISD et DA, donc position statement en 2015, donc 3 ans plus tard, ils ont plus ou moins proposé un schéma assez comparable, toujours le basal pour commencer, et puis si ça ne va pas, on introduit maintenant possiblement les GLP-1, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais on peut soit intensifier vers le basal plus basal bolus, soit, et là vous voyez que le pointillé est quand même un peu plus important, vers les prémixés. Donc, mais toujours le prémixé, c'est plutôt un deuxième choix. Et puis on en arrive maintenant au dernier consensus que vous avez peut-être lu de l'EDA, c'est pas encore endorsé, comme on dit en anglo-saxon, donc soutenu par l'IASD, le consensus, le position statement IASD et EDA est en cours de révision, je crois. Mais donc l'EDA en 2017 et en 2018 a publié ce schéma. Et vous voyez que dans ce schéma, eh bien, il y a, c'est plus ou moins, on commence toujours par la basale, mais après la basale, s'il y a un échec, vous voyez qu'il n'y a plus de préférence. Soit on passe vers la basale plus basal bolus, soit, et ce sont le même niveau d'égalité, on change vers une prémixée. Donc on voit bien qu'il y a quand même une certaine évolution dans le concept des idées et que les prémixés reviennent un peu plus à l'ordre du jour, mais on peut se poser la question quand même, et je terminerai avec ça dans un instant avec ma conclusion, pourquoi absolument privilégier l'insuline basale dans un premier temps. Alors, l'approche pratique, pour terminer avec ma conclusion, l'approche pratique centrée sur le patient, donc une médecine personnalisée. Voici un papier relativement récent, publié il y a moins de 2 ans, par le groupe de Giuliano en Italie. Et vous voyez que la question posée, est-ce que personnalisation de l'intensification de l'insulinothérapie dans le type 2, est-ce que le schéma basal-bolus convient à tous les patients? Poser la question, évidemment, c'est probablement apporter la réponse, puisque s'il pose la question, ça veut dire que non, elle ne convient pas, cette intensification ne convient pas à tous les patients. Et lui, il propose finalement un peu le schéma qui a été adopté par l'American Diabetes Association. C'est le même schéma que vous voyez très difficilement. Donc on commence par la basale, mais après la basale, on peut soit ajouter un GLP-1, mais on peut ajouter soit le basal plus basal bolus, soit les prémixés. Et de nouveau, vous voyez que les flèches sont au même niveau. On a le choix entre l'un ou l'autre. Et donc, en fait, dans un autre article de la même équipe, eh bien, il développe les arguments pour l'insuline prémixée. C'est un autre article qui est publié l'année passée dans Endocrine et qui développe les arguments, disons un plaidoyer, un contre-plaidoyer d'un avocat, puisque les prémixés ont été un peu mis sur le côté, finalement, de dire est-ce qu'on avait vraiment raison d'abandonner ces prémixés, ou en tous les cas pas de les abandonner, mais dans toute une série d'endroits, eh bien, elles sont peut-être moins utilisées maintenant. Or, pour résumer ça, eh bien, j'ai construit ce petit schéma.
C'est un schéma un peu de... C'est mon avant-dernière diapositive. Donc, il vous donne un peu la situation. Alors, la situation actuelle, donc c'est metformine plus une famille D, plus éventuellement un autre médicament oral si vous voulez une trithérapie. On n'y arrive pas. Actuellement, la proposition, c'est de passer au schéma basal, insuline basale. Eh bien, on pourrait très bien envisager la prémix en 1 ou 2 injections par jour. Et je dois vous dire qu'à Liège, nous, c'est plutôt ce qu'on utilise. En tous les cas, on a largement utilisé cette association. Plutôt que de passer à la basale, on passait plutôt à une prémix. Pourquoi une prémix? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on passe à l'insuline basale, surtout si la glycémie à jeun, si l'hémoglobine glyquée est relativement élevée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on nous envoyait des patients qui ont 9%, 10% d'hémoglobine glyquée. Dans notre expérience, si on passe uniquement à de l'insuline basale, c'est très très difficile de les amener au contrôle métabolique puisqu'on ne cible pas la postprandiale. Donc dans ces sujets-là, eh bien, nous on préfère passer d'emblée à la prémix plutôt que de passer à la basale en 1 ou 2 injections. Souvent, d'emblée, on commence par 2 injections pour avoir une levée couverture sur les 24 heures. Mais on pourrait, chez certains patients, éventuellement essayer une injection. Basale, une injection, on pourrait éventuellement également envisager évidemment une prémix en 1 injection ou 2 injections. Pourquoi? Comme je viens de le dire, il y a une meilleure couverture postprandiale, donc théoriquement on peut améliorer le contrôle. Je vous ai montré la méta-analyse qui était publiée dans Drugs Research and Development il y a quelques semaines, qui montre que lorsqu'on compare des études Glargine seul par rapport à Novomix, à la BIAS 30, eh bien, toutes les études, les 4 ou 5 études qui ont été publiées, montrent une meilleure diminution d'hémoglobine glyquée avec la BIAS. En 2 injections, basal, ça ne va pas, on passe au basal plus. 2 injections, mais on pourrait très bien, quitte à faire 2 injections, faire 2 injections de prémix, 2 par jour également. Pourquoi? Comment est-ce qu'on va choisir? Je crois qu'il faut un peu voir le profil du patient, la préférence du patient également. Tout dépend à quel moment on va proposer le supplément de bolus de rapide. Comment est-ce qu'on va ajuster ce dosage de bolus de rapide? Ce n'est pas toujours facile. Et donc, pour certains patients, c'est peut-être plus facile d'utiliser 2 prémixés parce que le schéma basal bolus, il faut probablement mieux titrer pour être performant. Et par contre, parfois, on peut préférer le basal plus, probablement chez les gens qui ont une activité très différente d'un jour à l'autre. Et donc là, peut-être que la titration individuelle des 2 insulines séparées va être supérieure. Mais pour la majorité des patients qui ont une vie relativement régulière, 2 prémix peuvent largement suffire, voire être supérieurs. Et puis on arrive au basal bolus, 4 injections, c'est plus lourd pour le patient. C'est évidemment extrêmement performant, théoriquement, si c'est bien utilisé, ajusté avec l'autocontrôle glycémique. Le problème, c'est que souvent, ça fait prendre du poids, parce que si on titre chaque fois toutes les insulines pour essayer d'avoir un très bon contrôle métabolique, on prend du poids. Et l'alternative, c'est de passer à 3 injections de prémix. De 2, on va dépasser à 3. Donc finalement, 3 injections de prémix, c'est plus simple pour le patient que 4 injections de basal bolus. Et si c'est plus simple, on l'avait vu tout à l'heure, probablement que ça va vous tirer une meilleure observance thérapeutique. Donc je crois que les 2 schémas sont certainement valables, les 2 schémas offrent des avantages et des inconvénients. Toujours est-il que, j'ai remis ma conclusion personnelle en bleu pour que vous sachiez la lire, mais ici c'est un article qui est paru dans Diabetes Therapy en 2016 et qui compare de nouveau les prémixés avec le basal bolus. Et la conclusion que vous ne savez pas lire mais qui est entourée ici, c'est de dire finalement qu'il faut personnaliser en fonction du profil du patient. Mais si on veut conclure, l'insuline prémix est aussi efficace et sûr que le schéma basal bolus. L'insuline prémix permet de simplifier le traitement avec moins d'injections dans la plupart du temps. Le choix décisionnel, à mon avis, doit se faire en fonction du profil, voire du désir du patient, en termes de nombre d'injections ou d'autocontrôle glycémique qu'il est capable ou qu'il est d'accord de faire ou qu'il peut se payer de faire s'il doit le payer lui-même. Et puis avec la BIAS, il faut reconnaître la grande expérience internationale avec l'insuline BIAS qui a démontré son efficacité et sa sécurité. Alors je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à des questions.